Salam salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. On se retrouve encore une fois avec Willou. Willou, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Tu nous as trouvé une belle idée là pour ce double format qui s'annonce très sympa et qui a été pas le plus simple à préparer. Donc j'ai hâte qu'on rentre dans le vif du sujet et ça va être cool comme d'hab. Yeah, chacun ses problèmes, tu vois. Ici, il y en a, ils ont souffert à cause de la draft. Franchement, on a galéré ici à cause de la draft. On était là, ça, en train de réfléchir à 2h du matin, 3h du matin, en se disant c'est quel latéral on va utiliser, est-ce que le gars il l'a utilisé, est-ce que c'était dans une draft précédente. Toutes sortes de règles tu les as sorties ici, tu vois. En plus, on peut préciser aux gens quand même qu'il y a une complication supplémentaire, c'est que on tourne à 16h chez moi, mais toi, chez toi, c'est 10h. Du coup, il faut que tu prépares avant d'aller te coucher, en gros. Ou alors, dans la nuit, tu es encore en train de te triturer les méninges, etc. J'imagine que tu as dû passer des nuits compliquées, des cauchemars sur la draft. Et ouais, pas facile. Yeah, et même les matinées difficiles, tu vois. Moi, j'aime bien prendre mon café en paix et c'est difficile, tu vois, parce que le café, il me donne des palpitations les jours de draft, ce qui n'arrive pas dans les jours normaux. Donc, c'est assez compliqué, ces affaires-là. Mais aujourd'hui, on va faire une double vidéo. Ouais. C'est là où c'est intéressant, en fait. Donc, du coup, il y a une partie sur la chaîne de Willou, une partie sur ma chaîne. Dans tous les cas, vous êtes obligés de suivre les deux parties parce que les deux parties, elles sont liées et ça rend les choses intéressantes. On va s'amuser à faire j'ai envie de dire un peu les directeurs sportifs, de s'amuser, voilà, à proposer aux coachs, proposer au board de certains joueurs. Il y a le mercato d'hiver qui arrive. Il n'y a pas de limite. On peut faire ce qu'on veut. On peut rêver, franchement. Si tu as envie de rapatrier Cristiano Ronaldo de l'Arabie Saoudite, tu peux le faire, même si ça, j'en doute qu'il y en ait un d'entre nous qui l'ait fait, ou rapatrier l'autre qui a 8 ballons d'or et qui est à Disney maintenant aussi. Donc bref, on va s'amuser à prendre les top clubs en ce moment et de choisir un joueur, juste un joueur, un seul joueur. Exactement. Bon, c'est difficile de choisir un joueur, un poste. C'est toujours compliqué, tu vois, parce que c'est pas tout le monde qui est des 6, 8, 10. Pas des Kevin De Bruyne là, tu ne trouves pas dans la rue, quoi. Tu te promènes pas, tu vois, des gars ils peuvent jouer 3 postes en même temps. Donc ça devient compliqué. On va commencer dans cette partie-ci avec Arsenal, Newcastle, Tottenham, le Real Madrid et le Bayern. C'est ça. Et sur la deuxième, sur ma chaîne, on fera United, Liverpool, Chelsea pour compléter les 6 Anglais parce que City, on se dit qu'ils n'ont pas forcément trop besoin de faire de recrues. Et Barça et PSG, ce qui s'annonce très très intéressant. Il y a des clubs qui ont plus de moyens que d'autres, mais voilà pour les 10 équipes qu'on va aborder. On va commencer par Arsenal directement. Je pense qu'on peut aller directement dans le vif du sujet. Arsenal est une équipe qui, depuis le début de saison, se gère bien. Cette année, je pense que c'est une équipe qui a pris aussi en maturité après ce qui s'est passé l'année passée, parce que l'année passée peut être considérée comme nombreux comme un échec. Cependant, je pense que cette équipe-là, elle a fini deuxième et elle a appris de ses erreurs. Elle a fini deuxième aussi face à une équipe qui a pris le triplé, qui a tout gagné. En plus là, ils vont aller en Coupe du Monde des clubs, ils vont peut-être la gagner, donc ils vont faire en plus une saison exceptionnelle. Ce Manchester City-là. Donc c'est un Arsenal qui grandit petit à petit. Le mercato d'été a été intéressant. Il y a des joueurs qui ont été achetés. Cependant, il y en a qui ont été blessés. C'est dommage. Timber, il est arrivé. Il était pertinent dès le début. On l'a vu, tout ça, Community Shield, des petits crochets. On s'est dit, ah, le boy, peut-être qu'il va cette année nous rapporter ce plus-là. Malheureusement, on l'a perdu. Kai Havertz, 65 millions down the drain. On se pose des questions. Cependant, j'ai l'impression que le plombier, il est arrivé. Il a réglé le problème d'évier. Il n'y a plus d'argent dans le drain. Franchement, on va être sérieux parce que Kai Havertz commence à se gérer. Donc, il y a eu des recrutements quand même assez pertinents ces dernières années aussi. Là, maintenant, on a un problème à Arsenal, à mon humble avis. Et ce problème, il est double. Donc, à Arsenal, moi, j'ai un problème. Même faire un choix, c'est compliqué. Ouais. Donc, franchement, il va falloir, je dis bien, tirer au sort. J'ai envie de dire, Arsenal a un problème de numéro 9. Parce que tu pars sur une phase de Ligue des Champions où il va te falloir des buts. C'est important, la phase de poule s'est bien passée, mais il faut un numéro 9. Sinon, Arsenal a besoin d'un numéro 6. Et quand je parle d'un numéro 6, aujourd'hui, le numéro 6 est un tout petit peu hybride. Il peut être 6, il peut être 8. C'est la même manière que les Declan Rice, ils peuvent être capables d'être devant une défense, mais de temps en temps, ils peuvent se projeter aussi. Donc, si je devais faire un choix entre les deux, personnellement, je choisirais le poste au milieu de terrain. Pourquoi? Parce que je vois un Kai Havertz qui est en train de reprendre confiance. Je me dis, on sait jamais. Écoute, Chelsea, sur un malentendu, ils ont bien gagné une Ligue des Champions. Sur un but en finesse de Kai Havertz face à Ederson, pourquoi pas. Et d'un autre côté, je me dis, j'ai perdu Granit Xhaka, je vais me battre en Ligue des Champions, ça va être compliqué. On connaît l'importance de la bataille du milieu de terrain, donc recrutement à Arsenal au milieu de terrain. Je table sur un boy que j'aime bien,
Ces temps-ci, en plus de ça, il y a les rumeurs, ça parle de lui. C'est Palhinha de Fulham. Pas mal. Donc un vrai milieu défensif. Je l'ai aussi, je l'ai envoyé dans une autre équipe dont on parlera sur ma chaîne, je crois. Mais ouais, carrément, je comprends bien le truc. En plus, peut-être que ça va laisser partir Thomas Partey cet hiver. Donc, apparemment à la Juve peut-être. Ouais, donc en plus, ces temps-ci, il fait l'américain. Je sais pas si tu as vu, il est là en train de... Il nous fatigue lui en fait sur les réseaux. Mais Thomas, gère-toi. J'avais oublié qu'il était dans le club. Et il y a la CAN, il joue toujours avec le Ghana. Donc il va partir un mois, quoi qu'il arrive, en janvier. Ouais. Donc moi j'étais parti sur le même besoin au milieu de terrain parce que... pour moi, le gros vide à Arsenal, ça reste ce 9 Ligue des Champions, mais au mercato d'hiver, c'est assez difficile d'attirer un 9. Déjà, des 9, il n'y en a pas beaucoup sur le marché actuellement, et je ne vois pas trop sur qui tu pourrais partir. Je pense que la fenêtre de tir Lautaro Martinez, elle s'est un peu fermée, parce qu'en plus, l'Inter est en train de faire un très très bon début de saison. Ils ne vont jamais le laisser partir au mercato hivernal. En général, le mercato hivernal, c'est un mercato où c'est rare, voire ça se passe quasiment jamais qu'un gros club lâche un de ses gros joueurs. C'est généralement des trucs qui sont plus des coups d'opportunité, parfois des coups sur l'avenir aussi. Genre tu prends un gars qui va arriver 1 an plus tard ou 6 mois plus tard au Brésil ou un truc comme ça. Ou alors c'est plus dans des championnats en dehors du 5 majeur, si c'est des joueurs calibre Ligue des Champions. Par exemple, la saison dernière, Chelsea avait pris 2 joueurs qui avaient disputé la Ligue des Champions, mais à Benfica et au Shakhtar, donc avec Enzo Fernandez et Mudryk. Ça, c'était les 2 plus gros coups de ce mercato hivernal-là, je pense. Sinon, Arsenal avait quand même pris un Trossard, par exemple. Mais voilà, je pense que c'est rare de voir des gros joueurs genre l'Inter lâcher son Lautaro, là, comme ça... de but en blanc. Donc je suis d'accord avec toi, le 9, il faudra peut-être attendre l'été prochain. Il y avait une petite question sur le défenseur central, parce que derrière Gabriel Saliba, en ce moment, comme Timber est blessé, il y a Kivior, et sinon, peut-être que c'est plus des solutions où tu fais du bricolage. Donc je suis parti aussi au milieu de terrain, et c'est aussi une rumeur qui ressort pas mal en ce moment. C'est un des meilleurs joueurs de Première Ligue sur le début de saison, c'est Douglas Luiz à Aston Villa, et lui dans un rôle un petit peu hybride, entre 6 et 8 pour amener de la projection, mais aussi capable de faire partie de cette base sur un double pivot si jamais il y a un milieu en boîte ou un truc comme ça. Ouais, je pense Douglas Luiz, c'est un super joueur, il coûte très cher. Est-ce que Aston Villa est prêt à le laisser partir alors qu'ils sont en train de faire un super début de saison? 4e, hein. Ouais, voilà, c'est ça le problème. C'est difficile. C'est dur. C'est dur. Et tu vois, ce qui est intéressant avec Aston Villa, c'est que tu me dis Douglas Luiz, et moi je te dis automatiquement, c'est pas lui que j'ai choisi, évidemment. Donc on a choisi 2 milieux de terrain. Ça montre l'importance du milieu de terrain, ça montre l'importance aussi de Granit Xhaka, du fait qu'il soit parti et tout. Mais au niveau de Aston Villa, en fait, moi, il y a Oli Watkins, il m'intéresse trop, aussi, en fait. Tu vois, moi, j'aime bien ces genres de boys-là, en fait. Des boys, ils sont efficaces, ils sont pertinents, tu vois. On leur a rien demandé à part claquer des buts. Mais en Première Ligue, ça marche bien. Après, il faut voir si en Europe, ce serait la même chose, ce qui est totalement différent. Mais quand même, top début de saison de la part de Aston Villa. Franchement, c'est à saluer. Ouais. Tonton Unai Emery est de retour. Ouais, c'est clair. Donc, il y a une belle équipe. Ça pourrait être cool. Alors, du coup, Arsenal, 2 milieux de terrain. On va voir si Edu. En plus, Edu, il a été élu la meilleure directeur sportif, tout ça. T'as vu? On est à la mode. Je vous ai dit, on est à la mode. Franchement, c'est nous les Gunners. On est à la mode. On n'est pas vos copains. Sincèrement, tu as vu? Tout est pimpant chez nous en ce moment. Franchement, on est trop frais. Alors, Newcastle. Newcastle, c'est intéressant. Ouais. Parce que ça commence à devenir quand même, à redevenir. Bon, ils ont été un grand d'Angleterre, il n'y a pas de problème, mais redevenir quand même une équipe qui essaie de jouer son petit va-tout, j'ai envie de dire, sur l'échiquier européen. En Ligue des Champions, pour un retour, ils sont absolument pas ridicules. C'est vrai qu'il y a eu ces doubles confrontations face à Dortmund, ça a été compliqué. Donc du coup, Newcastle, j'ai envie de dire qu'avec l'argent des Saoudiens, ils ont été très intelligents déjà à la base. Ça, je pense que c'est à saluer parce qu'il y en a, ils ont beaucoup les moyens, mais malheureusement, ils font pas des choix judicieux. Newcastle, tous les choix qu'ils ont faits, je pense qu'ils ont été judicieux jusqu'à présent. Malheureusement, j'ai envie de dire que pour ce mercato d'hiver, si je devais me permettre de faire comme dans les jeux vidéo, j'ai envie de leur acheter un boost infirmerie. En fait, eux, il n'y a que ça dont ils ont besoin. En fait, ils n'ont pas besoin de joueurs, ils ont déjà tous les joueurs. C'est vrai qu'ils ont tellement de blessés, c'est hardcore. Ils arrivent à chaque match avec 10 absents. C'est franchement, c'est abusé. Je sais pas, en fait, c'est abusé. Parce que là, j'ai réfléchi à l'affaire. Bon.
Nick Pope vient de se blesser. Ouais, ça c'est un gros truc. Ouais, quand même. Il est top, Nick Pope. Je pense que nous tous, parce qu'il y a plein de gens, ils ne le connaissaient pas forcément parce qu'ils ne regardent pas la première ligue de manière assidue. Nous, c'est peut-être différent. Donc, quand ils l'ont vu en Europe, ils se sont dit, ouais, quand même, le gars, il est fort, hein. Je vous ai dit, Nick Pope, ça fait des années. Il est trop fort, en fait. C'est un gars, il est efficace. Malheureusement, les blessures. Deuxième gardien à Newcastle, Dubravka. Est-ce que c'est suffisant pour le reste de la saison? On va voir. Apparemment, écoute. Comme j'ai dit, moi, j'ai pas de proposition à faire à Newcastle. Donc, je vais me baser sur la rumeur du jour, qui est David De Gea. Ouais. Le retour de De Gea. Bon. Pourquoi pas? En tout cas, moi aussi, je l'ai mis dans ma... J'ai 2 gars pour Newcastle. Et un des 2, c'est De Gea, parce qu'avec cette épaule disloquée de Pope, qui va rater les matchs jusqu'en avril 2024 au minimum. C'est abusé. C'est quasiment la fin de saison pour lui. C'est sûr que Newcastle a besoin d'un gardien, parce que Dubravka, à la rigueur, moi j'ai souvenir d'il y a quelques années, c'était pas mauvais du tout. Sur sa ligne, il faisait partie des meilleurs. Mais le problème, c'est que si t'as Dubravka en 1, maintenant, ça veut dire qu'en 2, t'as Karius. Et Karius, on se souvient la saison dernière, tu sais, qui a appelé comme ça de par derrière les fagots contre United en finale de Carabao Cup. 2 buts, 2 erreurs, quoi. Ouais. Et c'était ça, c'est parce que, je me rappelle très bien, c'est Pope, il prend un carton rouge le week-end avant, si je ne me trompe pas. Juste avant la finale, sur une sortie où il touche le ballon de la main en dehors de sa surface de réparation. C'est ça. Et du coup, parce que le deuxième était blessé, il se retrouve avec le troisième gardien. Et voilà, encore Dubravka, je pense, c'est pas le pire truc possible. Mais si derrière, tu es toujours à risque de te retrouver avec Karius, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je pense à un De Gea qui est sans club pour l'instant. Si tu peux avoir un petit contrat court ou un truc, tu bricoles quelque chose. Il faut pas barrer Nick Pope. Il faut que quand il revienne, il puisse vraiment revenir, je pense. Mais il faut plus de profondeur là-dessus, c'est clair. Donc je dirais ça. Et après, si je voyais un autre secteur à renforcer à Newcastle, ce serait quand même la défense centrale. C'est, je crois, un secteur où ils ont besoin de quelqu'un à court terme, mais c'est peut-être un des secteurs où ils ont besoin de quelqu'un vraiment plus à moyen long terme, parce que là il y a plein de blessures, plein d'absents, mais bon, la plupart des gars ils vont revenir et t'as pas envie de barrer et d'enlever des minutes à un Joe Willock qui a que 24 ans, à Longstaff, même le petit Miley qui a montré des petites choses intéressantes. Bon, si lui peut avoir du temps de développement, c'est pas la fin du monde. Sur les côtés, sur les ailes, t'as des Harvey Barnes qui vont revenir, etc. Donc je suis pas un grand fan de prendre quelqu'un pour juste le court terme, mais sur la défense centrale, à moyen long terme, moi je vois que Botman qui est à 100% là pour le futur, parce que lui il a 24 ans, la charnière qui était une des meilleures charnières de la saison passée, c'était Botman-Cher, mais Cher il a déjà 31 ans, et derrière c'est Lascelles qui est, je pense, quand même un cran en dessous du niveau européen auquel aspire Newcastle, et qui a déjà 30 ans, et sinon c'est Paul Demet, 32 ans, qu'honnêtement je connaissais pas du tout, qui est évalué à 1 million sur Transfermarkt. Je pense que c'est pas un joueur calibre Newcastle, et ça c'est la rotation de 4 défenseurs centraux de Newcastle, donc c'est un petit peu léger. Et j'ai vu qu'ils étaient chauds sur 2 gars. Les rumeurs que j'ai vues, c'était 2 gars que tu avais draftés d'ailleurs dans la draft Premier League et la draft Serie A. C'est Marc Guehi de Crystal Palace et Dragushin du Genoa. Donc 2 pistes qui sont cherchées, explorées par Newcastle sur cette défense centrale. Moi je me dis ça peut être intéressant. Un Marc Guehi par exemple qui connaît bien la Première Ligue. En plus j'aime bien Newcastle parce qu'ils ont fait des recrues, ils ont étoffé leur effectif, mais avec des joueurs aussi anglais qui ont un peu cette fibre là. Quand je vois les prises de Kieran Trippier et que tu peux construire cette ossature avec Trippier, avec Longstaff, avec Willock, avec même Callum Wilson en haut, Nick Pope en bas, etc. Il y a ce vrai truc anglais, et du coup Guehi je pense il rentrerait bien là-dedans. Mais sinon je me dis, pour un club qui a signé quand même il y a 1 an et demi, qui a signé Botman 40 millions, cet été qui a pris des Tonali 60 millions, Harvey Barnes 55, etc. Je vois un Newcastle qui est en train de mettre de plus en plus de moyens, Isaac à 70, qui est quand même financé par un État et qui a de grandes ambitions. Est-ce que ce serait pas le moment, cet hiver, si c'est possible, ou cet été, de prendre le Antonio Silva de Benfica, un des futurs meilleurs défenseurs centraux du monde, peut-être. Il a une clause libératoire qui a 100 millions, et moi je vois les grands clubs anglais des dernières années. Je vois un Liverpool qui n'a pas hésité à prendre Van Dijk, qui a posé 80 millions sur Van Dijk époque Southampton, Man City qui n'a pas hésité à poser 70 sur Ruben Dias en 2020 ou 2020 il me semble. Donc
peut-être que c'est le moment pour Newcastle de s'équiper et de faire sa charnière pour le futur, Botman, Silva, et quitte à lâcher un gros chèque, parce qu'il y a un besoin à court terme et sans doute un besoin long terme aussi. Je suis tout à fait d'accord avec tous les arguments que tu as évoqués. Franchement, j'avais Marc Guéhi dans ma liste, mais pour un autre club. Okay. Je pense que j'ai été peut-être un peu trop sympa, mais c'est vrai, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai. Après, effectivement, c'est un peu tronqué par les joueurs blessés, comme tu as eu l'occasion de dire, c'est que tu n'as pas envie de les bloquer, quoi. Donc tu te dis, les boys, quand ils vont revenir, il faudrait bien qu'ils jouent. Et là, ils en ont beaucoup, vraiment des très bons joueurs qui sont blessés, tu vois. Un gars comme Dan Burn, il est là, il règle pas mal de problèmes quand il est en forme, tu vois. Maintenant, c'est sûr qu'après, si tu regardes sur le long terme, c'est peut-être différent. Là, effectivement, il faut des recrues. Callum Wilson, c'est la même chose, tu vois. C'est pas mal de gars qui sont pertinents en championnat, qui auraient pu être pertinents en Europe aussi, mais qui malheureusement ne sont pas là. Donc, on va voir. On va voir pour Newcastle. Écoute, Marc Guéhi, moi, je l'avais mis à Tottenham. Tottenham, c'est la prochaine équipe. Ouais, j'ai aussi un défenseur central pour Tottenham. Ouais. Je l'avais mis à Tottenham parce que pour moi Tottenham c'est la même chose en fait. Tottenham je partais sur 3 choses. Maintenant si on doit en choisir une, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais Tottenham Tottenham pour moi ils ont beaucoup de problèmes. Ils ont beaucoup de choses en fait. Ils ont pas mal de petits problèmes déjà. J'ai l'impression qu'il leur faut un deuxième gardien. Il est où Hugo Lloris? La dernière fois, j'ai regardé le match, j'ai dit, mais Vicario, ça fait longtemps que je le vois, lui. Il fait quoi ici, Vicario? J'ai dit, il est là depuis le début de la saison, je comprends pas. En fait, il est où, Hugo? Il est blessé, il est malade, il a juste été rétrogradé en numéro 2, quoi. Il est passé en numéro 2. Bon, donc du coup, j'ai l'impression que Tottenham, ils ont besoin d'un gardien de but, mais ils peuvent gérer jusqu'à la fin de la saison sans. Par contre, ils ont définitivement besoin, je pense, d'un défenseur central. Parce que là, en fait, les mix qu'il fait en défense centrale, là, c'est assez compliqué. Bon, t'as Romero qui a été suspendu à un moment donné. Je sais pas s'il est blessé en ce moment, mais la dernière fois dont je me rappelle, c'était le carton rouge. C'était la suspension. Van de Ven, il est blessé. Ouais, c'est ça le problème. Van de Ven, lui, il a eu l'élongation, là, je pense, ou un truc comme ça au niveau, sur une course, je pense, face à Chelsea. Me semble, c'était Nicolas Jackson ou un truc comme ça. Donc après ça devient compliqué. Après tu descends sur les Eric Dyer. Après tu es obligé de faire jouer, comment il s'appelle là, Emerson, qui n'est pas déjà Emerson latéral, c'est compliqué. Et il y a des boys là, tu comprends pas. Eux en fait ils sont devenus footballeurs comme ça, mais tu comprends pas. Ils ont vraiment de la baraka. Emerson, il se débrouille seulement quoi en fait. C'est des gars, ils sont dans la débrouillardise, tu vois. Donc tu les fais jouer de défenseur central, tu le fais jouer de latéral. De temps en temps tu fais jouer de latéral, il bouge au milieu de terrain. On a eu l'occasion de voir. Bref, tu es obligé de jongler avec certains Davies aussi, défenseur central, ça fait 2 matchs d'affilée que Tottenham fait jouer 4 latéraux sur sa ligne de 4. Donc il y a un problème de profondeur. Non, c'est un sérieux problème de profondeur de banc. Donc du coup, Tottenham, moi je leur propose des centraux. Maintenant, parmi les centraux, il y en a quelques-uns qui sont intéressants. J'en ai sorti 3 en Première Ligue qui pourraient être intéressants pour eux. Durant le mercato d'hiver, il y en a un qui est assez compliqué à aller chercher, mais bon, on ne sait jamais. C'est Aguerd, le Marocain. Très bon défenseur, il est à West Ham. Maintenant West Ham c'est une équipe quand même qui se gère bien, qui fait son parcours, qui en plus de ça est intéressante en Europe. Donc on sait jamais ce que ça peut donner encore une fois cette saison avec West Ham. En plus il y a de la qualité dans l'effectif. Donc Aguerd, est-ce qu'il va être facile à aller chercher? Ça je ne sais pas, mais en tout cas je trouve que c'est un joueur qui peut-être pourrait cadrer bien avec ce Tottenham de Postecoglou. Ensuite à Marc Guéhi, comme tu as eu l'occasion de le dire tout à l'heure, de Crystal Palace, qui est pour moi une des valeurs sûres de ce championnat-là, un boy qui est là, qui fait le travail à chaque année. On va voir c'est qui va aller faire le saut pour la première fois. Et ensuite, j'avais mon boy sénégalais, Niakhaté, de Nottingham. Lui aussi, je trouve intéressant et tout, titulaire en équipe nationale maintenant du Sénégal. Il a réussi à s'imposer là-bas à côté de Kalidou Koulibaly, un boy avec une très bonne relance, il sort bien les ballons, donc en plus il va vite, donc ça rend les choses intéressantes. Donc voilà, c'est 3 joueurs que je proposerai, je pense, à Tottenham en défense, parce que voilà, défensivement c'est difficile, comme tu as dit, ils peuvent pas continuer à aligner des latéraux comme cela. Maintenant, supplément, s'il y avait vraiment de la thune, j'aurais dit ils ont besoin d'un numéro 9 eux aussi. Et un milieu de terrain aussi. Et un milieu de terrain, je pense, même à court terme, là, parce que Bentancur, il a rechuté et c'est un gars qui est un peu tout le temps blessé. C'est grave, à la Coupe d'Afrique, ils vont perdre Pape Matar Sarr et Yves Bissouma. Donc il va y avoir un gros trou là. En plus, 2 gars qui ont des équipes nationales qui
Normalement, ça sort pas au premier tour, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ouais, c'est des gars, normalement, ça doit aller loin. Ouais, ça fait minimum 4, 5, 6 matchs, peut-être 7. Donc, ouais, c'est sûr que. Sur la défense centrale, moi, je suis d'accord avec toi parce que même si Van de Ven, je pense qu'il va revenir à peu près au moment de l'ouverture du mercato hivernal, c'est une très bonne prise, il correspond super bien à la ligne haute que veut mettre en place Tottenham, à la qualité de sortie de ballon aussi, que ce soit, c'est un bon central dribbleur pour casser la première ligne, etc. Mais en gros, ils ont Van de Ven et Romero, et ça fait que 2 centraux, hein, parce que sinon, comme tu as dit, c'est de l'expérimentation avec les latéraux, Emerson, Davies. D'ailleurs, il joue plus. Et normal parce que il n'est pas adapté du tout, c'est comme Lloris quoi, il joue plus parce qu'il n'est pas adapté du tout à ce que veut faire Postecoglou. La relance basse comme ça, c'est pas pour lui. Il y a le petit Ashley Phillips mais très très jeune. Donc ce qui m'intéresse bien avec Tottenham, c'est que je crois qu'ils sont capables de solutions un petit peu originales et créatives parce que Postecoglou, il le dit depuis le début, quand il était à l'époque au Celtic, il a grave laissé son héritage au Celtic. Maintenant, il y a genre 5 joueurs japonais, 2 coréens et il n'hésitait pas à aller scouter énormément en Asie, une zone qui pour lui regorge de talents qui sont un peu sous-exploités. Parce que lui, en tant qu'Australien, il a un certain œil sur cette région. Et il a été au Japon, coach au Japon, à Yokohama, etc. Donc ça ne m'étonnerait pas de voir Tottenham aller sur des pistes un petit peu moins connues de ce type. Et j'ai vu par exemple que le défenseur japonais de l'Union Saint-Gilloise, Koki Mashida, serait une piste assez chaude pour Tottenham. Pour une quinzaine de millions d'euros, c'est un central qui a genre 26-27 ans, un truc comme ça. Je pense pas pour être titulaire, en backup pur, quoi, derrière Van de Ven et Romero. Puis en plus, il partirait aussi à la Coupe d'Asie, parce qu'il est titulaire avec le Japon. Mais voilà, ce genre de piste, ça pourrait exister. Je me dis que pour une équipe qui a acheté Van de Ven 40, Maddison 45, Brennan Johnson 55 juste cet été, c'est quand même un Tottenham qui a des moyens et qui est disposé à investir pour se renforcer. Du coup, par rapport à leur style et dans leur optique de progression, de construire une équipe performante sur le long terme et d'avoir 3 vrais centraux de grande qualité titulaire, et notamment à l'avenir, un joueur dont tu avais déjà parlé, il me semble, sur une des vidéos précédentes, c'est Ousmane Diomandé du Sporting, défenseur central au Portugal, qui a 20 ans. Et quand je regarde son profil statistique avancé, il est genre top 2 centiles, top 2% en Europe sur les passes tentées, top 4% sur les passes progressives, top 8% sur les possessions progressives, genre les dribbles qu'il fait. Donc c'est un défenseur central qui est non seulement très solide, très prometteur, etc., mais qui a de grandes aptitudes balle au pied. Donc je pense que ça peut bien correspondre à ce que Postecoglou veut faire. Et du coup, ça coûte très cher parce qu'il y a pas mal de gars qui sont sur cet Ousmane Diomandé. Je crois que j'en avais entendu parler notamment pour Arsenal. Mais voilà, peut-être une bonne piste pour Tottenham s'ils prennent Ousmane Diomandé, Koki Mashida. Là, ils ont, je pense, 4 vrais centraux et ils peuvent définitivement dégager d'ailleurs. Et ils ont de la profondeur et ils ont de la qualité dans une zone où je pense que leurs bons résultats cette saison sont venus en bonne partie de là et ont été défaits en bonne partie là. Quand ils ont eu les blessures, notamment de Van de Ven, ils se sont mis à encaisser beaucoup plus de buts. Et la saison dernière, sous Conte, ils étaient offensivement très pertinents avec Kane, etc. Je crois qu'ils avaient une des meilleures attaques de Première Ligue. Mais par contre, ils avaient genre la 15e ou la 16e défense. Ils ont encaissé un nombre de buts énorme. Et le gros problème à Tottenham, c'était la défense. Ça va mieux maintenant, mais ça pourrait être encore meilleur. Je pense que Postecoglou a besoin de genre 2, 3, 4 fenêtres de transfert pour définitivement reposer les bases d'une superbe défense. Et Vicario aussi, c'était un très bon pas dans cette direction. Mais ouais, au moins un défenseur central en plus et peut-être 2 sur les 2 prochains mercato, on va dire. Ce qui fait plaisir avec Postecoglou, tu sais c'est quoi en fait? En réalité, quand je regarde, c'est de me dire que c'est un gars qui est facile à aider, tu vois. C'est qu'il y a des coachs qui sont faciles à aider, quoi. Donc quand tu es directeur sportif et tout, tu es facile à aider. Pourquoi je dis ça? Parce que je me rappelle d'un Tottenham qui avait à peu près le même nombre de blessés qu'ils ont en ce moment, des joueurs importants, mais d'un Antonio Conte qui était là chaque semaine en conférence de presse en zone mixte à nous dire I have players. Chaque semaine il était là, j'ai pas de joueurs, machin, je sais pas, je galère, je fais ce que je peux avec cette équipe là, elle a surperformé, j'ai donné, alors que l'autre il est dans le
positivisme en fait. Il est vraiment dans le positivisme. Ouais. En fait, il perd Maddison, il panique pas. Tu vois. Alors que tu perds Maddison, il y en a, ils auraient perdu Maddison, ils auraient commencé à réfléchir en disant ouais, comment je m'en sors, machin, etc. Donc, et ça, c'est cool en fait. Donc, ça fait qu'effectivement, pour moi, c'est un gars qui est facile à aider si tu lui donnes les bons joueurs et lui, il est capable de faire des bons choix judicieux, le Postecoglou. Ça peut donner une équipe de Tottenham dans les prochaines années qui va être dangereuse. En tout cas, jusqu'à présent, là, cette saison, ce qu'ils font, moi, je trouve ça très intéressant en fait parce que ouais, c'est vrai qu'ils ont eu un petit down, mais quand même, quand tu vois les joueurs qui manquent et tout, le jeu qu'ils proposent, c'est audacieux en plus. Ça prend ce genre de joueurs-là, en fait. Ça prend des Joe Mandé, ça prend des boys qui ont pas peur. Prendre des gars audacieux pour jouer avec lui parce que lui il est fou, franchement il est fou en fait, il balance 400 trop, après il veut repartir derrière. Tu es malade toi, tu joues face à Manchester City, tu joues pas face à des enfants. Le gars il joue face à Chelsea, il est à 9 contre 11, il met une ligne défensive à 45 mètres de ses buts. En fait c'est vraiment audacieux avec Postecoglou, tu vois, et ça change la mentalité du club. Donc comme je dis, pour moi c'est un gars qui est facile à aider, donc on va voir ce que ça va donner au courant des prochaines années, surtout durant ce mercato, parce que Tottenham a une place européenne à aller chercher aussi. Et le dernier truc qu'on peut dire sur les Spurs pour être le plus exhaustif possible, c'est que on en avait parlé dans une précédente vidéo, mais ils ont signé fin septembre un défenseur central croate, Luka Vuskovic, de 16 ans, mais qui arrivera que en 2025, parce qu'il faut avoir 18 ans pour être officiellement enregistré quand tu viens depuis un pays étranger, etc. Donc voilà, ils sont aussi en train de regarder vers l'avenir, et Vuskovic, on l'a pas oublié, ils l'ont acheté genre, je crois, une 15aine de millions, un truc comme ça, mais il peut pas jouer tout de suite, c'est pour ça qu'ils ont besoin de renfort maintenant. Voilà. Ouais, Tottenham est déjà dans le futur, quoi, franchement. Et ils ont peut-être... et je l'ai toujours dit, en fait, tu sais que les choses vont bien à Tottenham quand, depuis le début de la saison, tu n'as pas entendu parler du président. Non, c'est que d'habitude, si tu entends Lévy, machin, je sais pas, il a choisi un coach, il va virer le coach, machin. Là, tu l'entends. En fait, je sais même pas où est-ce qu'il est. Tant mieux. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de gérer, qui le fait bien. Donc, franchement, ouais. C'est l'ennemi, mais l'ennemi va bien. Vous allez pas mal non plus, vous allez pas mal. On va passer je suis sur très les curieux, deux prochains très et les curieux deux du derniers. Là-bas, c'est assez chaud en fait. Parce que le Real Madrid, mercato hivernal, c'est pas un mot dans leur dictionnaire. Hein. Ils font jamais de recrues, jamais d'acquisition au mercato hivernal. Je suis allé j'ai regardé genre les 4-5 derniers, ils prennent personne, ou alors c'est des retours de prêt, ou alors c'est des gars mais qui arrivent 6 mois plus tard, qui sont des petits jeunes, ou des gars voilà. Je me rappelle juste des prêts. Je me rappelle genre Adebayor en prêt. Genre il y a personne. Ouais, c'est ça en fait. Il y a personne en fait. Tu sais, le Real, c'est la royauté. Ouais. Ils se suffisent à eux-mêmes. Ils croient pas trop en ce concept de mercato hivernal. Même Carlo Ancelotti, c'est pas son gros truc. Non, donc du coup ça te pose problème en fait, mais là ils en ont besoin cette année, franchement j'espère qu'ils vont y croire, ils ont intérêt à y croire, parce que là sincèrement s'ils font un Ligue des Champions dans des gros matchs machin, et qu'on arrive avec un Joselu qui active un mode attaquant et qui se met à ne pas être assez concentré, parce que c'est quand même dommage, hein, il se crée pas mal d'occasions, il a les possibilités, je pense les capacités de les finir. Malheureusement j'ai l'impression que je sais pas, soit le maillot est trop lourd, il y a une certaine pression ou quoi que ce soit, mais en tout cas ouais, le Real, alors moi je partais sur deux options. C'est là où ça devient compliqué. Je partais sur deux options. La première, c'est évidemment le poste de numéro 9. Est-ce que tu peux trouver un deuxième Joselu? Comme ça, si Joselu numéro 1, j'ai un Joselu numéro 2. Il peut marcher dans le même match. Voilà, tu vois, donc moi, ça c'est bien, je suis content, merci beaucoup, tu vois. Donc j'avais l'idée, j'allais venir en réunion avec mon calepin, venir dire bon les gars, j'ai une idée du siècle, l'idée de génie, il faut qu'on trouve un double Joselu, il faut qu'on trouve, je dis bien, un jumeau à Joselu, un autre tocard, parce qu'on sait jamais, un tocard plus deux tocards, ça peut faire une superstar. Donc du coup, Joselu, une option numéro 9. Et sinon, je pense que le Real doit se pencher en fait sur un mercato. Je ne sais pas si c'est celui-ci ou le prochain, mais sur un latéral. Ouais. Il faut un latéral, mec. Et des deux côtés. Il faut des latéraux en fait. Mais je commencerai d'abord par le côté gauche. Parce que je trouve que... Là, ils sont chauds pour refaire Alphonso Davies l'été prochain, il me semble. Donc, moi... Ouais, c'est ça que... Voilà, c'est le côté gauche. C'est ça. Mais je trouve que c'est faible. Franchement, je suis désolé, là, Ferland Mendy, il est bien débrouillard, c'est un guerrier, tout ça, mais voilà, quoi, c'est assez compliqué. L'autre, comment il s'appelle? Fran Garcia.
Aussi, il est venu en début de saison, offensivement, souvent très pertinent, il n'y a pas de problème, des passes décisives, tout ça. On a eu l'occasion de le voir. C'est des boys, ils savent bien se projeter et tout, tu vois. Mais on dirait les latéraux aujourd'hui, ils ne savent plus défendre. Mais dans le temps, les tontons là, ils se projetaient, ils défendaient. Mais Cafu pour le dribbler, c'était pas facile. Maldini pour le dribbler, c'était pas facile. Les gars, ils étaient là, ils étaient solides. Mais aujourd'hui, les boys, tu arrives, t'as même pas besoin de les dribbler, ils sont pas là. C'est des latéraux volants. Ils attaquent, après ils défendent pas. Donc Raja, un gars, il est là et puis il est tout seul lié un contre un face aux centraux ou des fois face à un milieu de terrain qui est en train d'essayer de rattraper le fait que son gars n'est pas redescendu. C'est pas normal, je comprends pas en fait. C'est vraiment quelque chose que je capte pas. C'est de plus en plus dur de trouver des latéraux qui savent attaquer et qui savent défendre. Donc, bref. Pour moi, le Real, ils en ont besoin. Bon, tu me diras que Marcelo n'était pas le plus grand défenseur. Mais quand même, c'était un guerrier quand même, le Marcelo. Il comblait sur pas mal d'autres choses. Donc ouais, moi je partirais sur un latéral. Mon idée pour le Real Madrid, c'est peut-être un défenseur central. Ça pourrait être utile aussi avec la blessure de Militao, etc. Et ma priorité, je suis d'accord avec les latéraux, mais ma priorité c'était devant. Parce que déjà l'été dernier, on se disait tu vas pas faire toute la saison avec Rosselló. Mais franchement, le Real Madrid, je vais dire un truc, c'est qu'ils s'en sortent pas si mal. Hein. Ils sont premiers de Liga, ils ont perdu qu'un seul match, ils ont battu le Barça, ils ont battu Girone, et ils sont premiers de leur groupe de Ligue des Champions, avec 5 victoires en 5 matchs, en ayant battu 2 fois Naples. Donc franchement, ils s'en sortent, ils ont encaissé que 9 buts en Liga, je vois, donc de loin la meilleure défense. C'est pas mal ce que fait ce Real en mode bricolage. Et en plus, dernier match, j'ai vu un très très bon Brahim Diaz par exemple. Donc il y a encore des joueurs qui ont du potentiel à explorer. Je crois que ce que le Real va faire, c'est ce que je leur conseille. C'est la même chose, c'est de rien faire sur ce mercato hivernal parce qu'ils ne croient pas en ce concept. Il n'y a pas d'extraordinaire opportunité. Et pour eux, le vrai enjeu, c'est l'été prochain. Pour moi, ils auraient dû se renforcer déjà cet été, mais à partir du moment où ils ne sont pas renforcés cet été, c'était la saison un peu pour faire des économies et pour arriver l'été prochain et être vraiment compétitif sur les dossiers qui changent profondément la dynamique de ton club. Kylian Mbappé, Alphonso Davies, de temps en temps on entend la rumeur Erling Haaland, bon ça je crois pas trop, mais des grosses prises qui vraiment changent la donne et te remettent top 1, top 2, top 3 européens. Je pense que pour le Real Madrid, c'est surtout ça. Et si je devais trouver un Rosselló numéro 2, j'ai vu qu'il y a quand même une opportunité sur ce mercato hivernal pour les clubs européens en général. Je ne sais pas qui ira la saisir parce que c'est dur de voir ses performances et ses qualités traduites dans un autre contexte. Ça resterait quand même une prise de risque. Mais c'est Serhou Guirassy qui est en train de faire ce début de saison monstrueux à Stuttgart et qui a une clause activable cet hiver de 17,5 millions d'euros. Donc tu dis 17,5 millions d'euros pour un gars qui a planté en Bundesliga, il est à une quinzaine de buts, un truc comme ça. Enfin, c'est le meilleur buteur, ou alors non, juste derrière Harry Kane peut-être, qui a 17 si je me souviens bien. Donc ouais, ça ce serait Guirassy, il est à 16 buts en 11 matchs de Bundesliga, en 786 minutes de Bundesliga. C'est vraiment délirant. Enfin, il a explosé. Il est pas si vieux que ça. Il a genre 27 ans, Guirassy. Voilà, de là à voir Guirassy au Real Madrid, c'est quand même il y a quand même un pas à franchir. Après on voit Rosselló au Real Madrid, donc ce serait totalement dingue, comme drôle. Le destin qui bascule. Mais je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés. Je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui se positionnent sur Guirassy parce qu'il y a cette opportunité-là et ça va faire partie. Je ne sais pas s'il va continuer à Stuttgart sur cette fin de saison parce qu'il y a une clause. Donc il y a moyen qu'un club puisse, un gros club puisse arriver. En plus, il joue la CAN. Il va aller. On va voir avec la Guinée. Peut-être qu'ils sortent de là. Ouais. On est dans la même poule, donc je ne vais pas trop parler d'eux. On va voir. Mais d'ailleurs, Guirassy, on va le voir face au Koulibaly et nos défenseurs. Ça va être intéressant, ça. Ça va être intéressant. Effectivement, c'est un joueur assez intéressant. Et Guirassy, pourquoi pas. Écoute, ils nous ont déjà fait Adebayor à un moment donné avec José Mourinho. Et je pense qu'Adebayor avait mis 4-5 buts rapidement, je pense. En tout cas, donc, avec des célébrations mythiques écrites. Ma recommandation officielle, c'est de rien faire et de garder ses sous et d'être performant sur le mercato estival prochain. C'est compliqué. Hein. Moi, je sais pas les fans du Real ce qu'ils en pensent là, mais c'est compliqué.
Parce que tu prends des risques là. Si tu as des blessés ou quoi que ce soit, mais t'es d'accord que le début de saison, il est pas mauvais. Ligue des Champions au Real, tu vois. Non, le début de saison est très bon, il n'y a pas de souci, mais jusqu'à quand tu peux continuer à vivre sur tes réserves, en fait, tu vois. C'est que là, en ce moment, tu vois, ça pousse, mais en plus de ça, la manière à laquelle ça joue, même, ça nous montre certaines choses. Tu vois, par exemple, on voit en ce moment, Vinicius est pas là, et on voit comment Rodrigo, à chaque fois qu'il joue sur le côté de Vinicius, il est pertinent. La saison passée, cette saison encore une fois, tu te rends compte que Brahim Diaz, sur le côté droit, il a l'air d'être à l'aise aussi, donc tu te demandes si Vini revient, ça vaut la peine de ramener Rodrigo de l'autre côté. Tu sais, t'as quand même ces questionnements-là, mais au-delà de ça, t'as juste, pour moi, trop de blessés, en fait, importants pour te permettre d'aller sur le restant de la saison sans avoir de backup. Franchement, ça me stresse un peu, tu vois. Limite, j'aurais essayé de rapatrier un ancien de la maison, un genre de Borja Mayoral, là. En ce moment, il est en forme, il claque des buts. Le grand de la Castilla qui avait marqué 1 ou 2 buts saison dernière, là, de la tête. Je me souviens plus comment il s'appelait. Tu te souviens? Ah ouais, j'ai oublié son nom. Oui, je me souviens du boy là. Alvaro Rodriguez. Il a que 18 ans, Alvaro, il est retourné à la quelque chose, ouais, c'était... Ok, donc il n'a pas joué avec le groupe pro pour l'instant cette saison, il avait fait que dépanner l'Uruguayen là. Mais il est sévère, Ancelotti. Je sais pas. Vraiment, ils ont un effectif, tu regardes, ils ont mais après presque c'est personne. juste, tant que tu as Bellingham qui continue à faire les performances qu'il fait... Ça tient. C'est vrai. Ça tient. Arda Güler qu'on n'a pas encore vu. Donc, écoute, on va voir ce que ça va donner. Mais effectivement, le Real risque de continuer. Puis bon, au milieu de terrain, ils sont stacked. Sur le aucun... papier, Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Kroos, Modric, Ceballos, Bellingham, Brahim Diaz, Güler. C'est au milieu de terrain, en vrai, ils ont la meilleure profondeur d'Europe, je pense, ou pas loin. Et si tu as pas de blessés, ça donne automatiquement des options tactiques assez intéressantes, en fait, tu vois, parce que tu as des joueurs qui sont très hybrides là-bas. Des Luka Modric, des Fede Valverde, des gars, ils ont joué ailier droit ici ou milieu droit, etc. Donc, il y a vraiment cette versatilité-là qui te permet tactiquement de t'en sortir. Donc, oui, effectivement, si tu as tout ce qu'il faut, si tu as tout le corps autour de Joselu, peut-être qu'à un moment donné, Joselu, il va commencer à se lâcher et puis vraiment à claquer des buts. Parce que je pense que là, en ce moment, il a l'opportunité, c'est fou, il a l'opportunité en ce moment au Real de vraiment... Du coup, tu vois, c'est plus en défense centrale, je trouve que ça manque un peu de profondeur. Parce que là, pour l'instant, tu as quoi? Alaba, Rudiger, Nacho. C'est les 3 défenseurs centraux que tu as, parce que Militao, il va revenir en... Et là, ils ont perdu Carvajal, je pense, sur blessure en plus de ça, qui n'est pas central, mais quand même. Donc, ça fait que Nacho, il va peut-être devoir combler à un moment donné sur le côté. T'as Alaba, Rudiger. Ouais, ça te donne pas mal. Sur un match de Ligue des Champions, où t'en as un des 2 blessés ou suspendu. On sait que Rudiger, les suspensions, elles arrivent vite. Tout de suite, t'es en train de piocher et je sais pas ce que tu fais là, à ce moment-là. Donc... la dernière fois, ils ont fait descendre Tchouaméni en défense centrale, je pense. C'était ça. Voilà. En fait, tu es obligé d'aller dans des options comme ça, en fait. Non, c'est compliqué au Real. Non, franchement, le Real, c'est des guerriers. Hein. Ils sont malades. Ils veulent tenir la saison comme ça. Pendant ce temps-là, tout le monde cherche à rajouter des gars. Ils sont en train de dire non, nous, on gère. Écoute, on va voir ce que ça va donner. Un autre grand d'Europe, et on va finir avec eux dans cette première partie de vidéo. Et on vous invite, comme j'ai dit, à aller voir la deuxième partie sur la chaîne de Wilou, dans laquelle on va parler des tocards, du Paris Saint-Germain, du Barça, tout ça. Ça va être intéressant. On va finir avec le Bayern. Le Bayern de Thomas Tuchel. Une équipe qui fonctionne bien en ce moment, quand même. Franchement, ça va, quoi. Thomas, il a l'air de gérer, hein, par rapport à tout ce qui s'est passé l'année passée. C'était tumultueux. Il est arrivé, il s'est fait éliminer de la DFP Pokal. Ensuite, il y a eu la Ligue des Champions et tout. Ça n'a pas été facile, tu vois. On s'est posé des questions. Est-ce qu'il fallait virer Nagelsmann? Finalement, ceux qui ont viré Nagelsmann, eux aussi, ils ont été virés, ou en tout cas, ils se sont barrés. Salihamidzic et puis, comment il s'appelle, le tonton, Oliver Kahn. Donc, aujourd'hui, on en arrive à, j'ai l'impression, un Tuchel qui est plus en contrôle, qui a trouvé un numéro 9 qui est fonctionnel. Franchement, ça change pas mal de choses. Tu l'as dit la dernière fois, c'est le meilleur numéro 9. Voilà, je pense que voilà, c'est le meilleur numéro 9 en ce moment en Europe. Il est juste efficace. Le Harry Kane, il est exceptionnel. Donc, ça donne une très belle équipe du Bayern. Maintenant, au niveau mercato, moi, je pense qu'il y a... C'est assez compliqué, mais j'ai envie de dire que la seule zone que moi, si je devais renforcer, en tout cas ce Bayern-là, si je devais la renforcer aujourd'hui, ce serait peut-être au milieu de terrain. Double pivot.
En ce moment, ça fonctionne sur un Kimmich Goretzka. Et Leimer aussi. Je pense que ça marche bien, il n'y a pas de problème. Et Leimer qui vient en backup, mais Leimer il fait backup latéral, il fait backup milieu de terrain, tu vois. Et je me dis que à un moment donné, tu peux perdre un Kimmich, tu peux perdre un Goretzka, ou tu peux être dans un match où tu as besoin peut-être de quelque chose de différent. Donc ouais, moi je pense que ce serait au milieu de terrain que le Bayern devrait peut-être se renforcer. Maintenant, à savoir qui tu vas aller chercher. Bon, il y a peut-être des options assez intéressantes. Non, c'est des options d'hiver, tu vois. C'est tout un problème d'options d'hiver. Donc il y a un gars, je sais pas pourquoi, dans ma tête, je le verrais bien au Bayern. C'est le boy le Danois de Tottenham. Il est pas formé au Bayern. Non, peut-être pas, bon je dis peut-être n'importe quoi, mais ça me dit quelque chose, lui et le Bayern. Si, il est formé au Bayern, c'est ça, ouais, il est formé au Bayern. Je sais pas, dans ma tête, là, il y a 2012-2014. Post-formé, quoi, genre il est joué pour la 2. Ouais. Donc, tu vois, j'ai pensé à lui, j'ai pensé à un boy comme ça, j'ai pensé à Zakaria qui était, je pense, à Gladbach dans le temps, si je me trompe pas. Ce genre de milieu de terrain-là qui, normalement, parce que le problème au Bayern, c'est que c'est le club des boys de la Mannschaft, quoi. Donc, pour déloger Kimmich et Goretzka, c'est pas tout le monde qui va avoir cette chance-là. Donc, tu viens pour faire les seconds rôles anyway, dans tous les cas de figure. Donc, qui est prêt à venir faire le second rôle, ce genre de joueur-là que je trouve assez intéressant. Donc, ouais, moi, je pensais peut-être à un boy genre Denis Zakaria, le Suisse, Højbjerg. Ils ont fait jouer un petit peu Raphaël Guerreiro aussi, qu'ils ont pris cet été. Les quelques minutes qu'il a joué, c'était au milieu, à côté de Kimmich. Au milieu. C'était aussi mon idée à la base, et après en creusant un peu la situation actuelle du Bayern, je pense que... Mais t'as raison, parce que par exemple cet été ils étaient très proches de faire Palhinha, et je crois qu'ils vont essayer de le refaire, tu vois, donc ça montre qu'ils sont en train de cibler ce milieu de terrain et la base de cet entrejeu, parce que c'était vraiment leur gros truc. Moi j'avais réfléchi à quelqu'un en doublure de Kane, parce que la saison dernière... c'était le gros problème, ce numéro 9, mais bon, ils ont Mathys Tel, donc t'as envie de continuer à développer Mathys Tel le plus possible, quoi. Non, Willou, non. Eric Maxime Choupo-Moting, quand même, tu peux pas me dire que quand même, le Bayern, ils ont besoin de tout sauf d'attaquants. T'as vu le nombre de joueurs qu'ils ont? Exactement, et c'est pour ça que je suis pas parti sur un attaquant finalement, mais je suis parti sur un poste où ils ont vraiment besoin de renfort, ça c'est sûr, c'est latéral droit. Je pense que ça c'est la priorité de cet hiver, parce que derrière Mazraoui, et Mazraoui il va partir à la CAN en janvier en plus, et bah Bounassar c'est la seule option vraiment latéral droit, et il s'est fait les croisés. Donc, il s'est blessé, il vient de se faire les croisés, donc il n'y a personne derrière Mazraoui. Cet été, si on se rappelle quand même, ils ont lâché Pavard à l'Inter, qui pouvait jouer central comme latéral droit, et Stanisic, ils l'ont prêté à Leverkusen. Un truc qu'ils ont tellement regretté qu'ils ont essayé de le refaire, ils ont demandé à Leverkusen, est-ce qu'on peut pas le récupérer, genre en novembre, un truc comme ça. Et ça, ce serait, je pense, le meilleur coup possible. Leverkusen a refusé, mais ça, ce serait le meilleur coup possible parce qu'ils ont besoin absolument d'un latéral droit, de profondeur en latéral droit. Stanisic était assez intéressant au Bayern en plus saison dernière, et ils ont aussi besoin de quelqu'un qui puisse faire quelque chose en défense centrale. En vrai, le profil que là ils cherchent, j'ai vu, c'est le polyvalent défenseur central, défenseur droit. Ils ont essayé de rappeler Stanisic, en plus ça aurait embêté un peu Leverkusen dans l'optique de la course au titre, ça aurait été bien. Leverkusen a refusé. Tu te souviens, l'été dernier, ils étaient très très chauds sur Kyle Walker, tu vois, sur cette polyvalence latéral droit, défenseur central. Le top du top pour eux, ce serait genre, s'ils pouvaient avoir leur meilleure option possible, ce serait un Ronald Araujo, mais ça c'est impossible, il va jamais quitter le Barça acceptera jamais de le vendre. Ils étaient sur Tomiyasu, j'ai vu qu'ils étaient sur Tomiyasu là, il y a quelques jours, mais Arteta a fermé la porte. Encore une fois, la preuve qu'il cherche ce profil-là. Il est en forme, et Arsenal n'a pas besoin de s'enlever une option polyvalente comme ça. Donc, on n'a pas besoin c'est ça. D'argent aussi tu n'es pas donc voilà, ils cherchent cet hybride défenseur droit, défenseur central, parce que comme on a dit, il y a cette blessure de Bounassar, et Mazraoui va partir à la CAN, et Kim Min-jae va partir à la Coupe d'Asie aussi en janvier, qui se joue sur le même moment. Donc comment est-ce que tu fais? Ils étaient aussi chauds, pour prouver à quel point c'est leur truc, ils étaient chauds sur Mukiele aussi, ils ont tenté Mukiele, mais Paris a fermé la porte là aussi. Encore une fois, un profil hybride. Donc, je sais pas, il y a
Il y a des options, et peut-être que la meilleure, c'est Lucharel Geertruida, le défenseur central / latéral droit du Feyenoord, le jeune néerlandais là, Geertruida, qui a joué la moitié de ses matchs au Feyenoord en tant que défenseur central, l'autre moitié en tant que latéral droit. Il serait évalué à peu près genre 30-35 millions. C'est un international néerlandais qui est devenu titulaire en sélection. La plupart des matchs qu'il a joué récemment, genre les 5-6, c'était en tant que titulaire. C'est censé être une des étoiles montantes du foot néerlandais. Moi, j'ai pas vu jouer Feyenoord, donc je peux pas vraiment attester de sa qualité réelle. Mais ce serait une option sur cette polyvalence, et il est censé être un défenseur central dont la cote est grimpante. Donc, en tout cas, ça c'est leur besoin, c'est sûr. Et ils vont essayer de faire quelque chose, je pense, sur cette zone-là. Donc, on verra ce que ça donne, parce que pour l'instant, derrière Mazraoui, qui en plus va partir, ouais, il y a Konrad Laimer, mais c'est du dépannage. Et c'est sans doute, il faut le dire aussi pour le Bayern, c'est sans doute une de leurs seules zones de faiblesse. Parce que sinon, l'effectif, il est quand même costaud. Ouais, ce serait année d'Euro, ce serait quand même un échec si le Bayern n'est pas, j'ai envie de dire, ne réussit pas à faire un bon parcours en Ligue des Champions. On va voir c'est quoi là, gagner, aller en finale. Et si l'Allemagne ne se gère pas aussi, donc il y a aussi, c'est les mêmes joueurs un peu en fait. Hein, tu vois, c'est à peu près c'est cette même mentalité là. Si en club ça fonctionne pas, si on voit pas un Bayern qui s'en sort, on pourrait déjà s'inquiéter un tout petit peu pour l'équipe nationale d'Allemagne, tu vois. Donc ouais, je suis d'accord avec toi sur ces postes là. Aujourd'hui, je me pose cette question là en me disant tout ce que tu as dit m'a amené à cette réflexion-là en me disant l'importance de la polyvalence des joueurs. J'ai l'impression qu'un défenseur central n'est plus juste un central, en fait. C'est plus possible. Tu dois être latéral central, en fait, tu vois. Faut que tu aies et même milieu défensif. Même 6 devant la défense. Tu dois être capable de faire ces 3-là. Tu es obligé, tu vois. Ton gardien de but, c'est un gardien de but relanceur. Ton latéral, c'est même plus juste un latéral. C'est un latéral qui peut de temps en temps faire central dans l'autre sens, dépendamment de comment il a été formé en premier, mais qui de base peut aussi monter au milieu de terrain, parce que maintenant c'est ce que Guardiola nous a ramené avec les Akanji, les John Stones, machin, etc. Tu vois. Donc effectivement, ça devient de plus en plus difficile, j'ai envie de dire, pour certains joueurs qui ont un seul profil, parce que dans les clubs, tu en as besoin, c'est vraiment les gars vont vers ça, parce que dans tout ce que tu as dit, j'ai dit ouais, mais c'est ce que Arsenal cherche en fait. C'est Arsenal et ça se positionne sur des Timber, des Simakan, ce genre de boy-là, en fait, où tu sais que ça peut te régler 2 problèmes en un dans le même match. Donc, tu ne cherches plus forcément le gars qui te règle juste un seul problème. Donc, ouais, on va voir comment le Bayern va s'en sortir. C'est quoi les postes qu'ils vont essayer de... Et le Bayern, historiquement, en janvier, ça recrute beaucoup ou pas? Ou bien c'est comme le Real, aussi, ils se suffisent à eux-mêmes. Ça, c'est une bonne question. L'hiver dernier, vas-y, je vais te dire ça tout de suite. L'hiver dernier, ils avaient pris Jan Sommer. C'est vrai, t'avais pris Jan Sommer. Et Daley Blind et Cancelo aussi. Ah, c'était un bon recrutement, je me rappelle, c'est vrai. Cancelo, c'était pertinent. Ouais. Mais pendant le temps que ça a bien joué. En tout cas, sur l'idée, ça aurait été pas mal, quoi. Et, mais sinon, en 2021-2022, non. Et en 2021, non, pas grand-chose. L'année dernière était un peu un outlier pour eux. Ils avaient des besoins un peu circonstanciels, et en plus il y avait une belle opportunité autour de Cancelo. Il y avait beaucoup d'équipes qui voulaient Cancelo à ce moment, parce que vu que ça avait cassé avec Guardiola, il y avait un truc à faire. Mais donc voilà, Sommer, Blind, Cancelo, 3 gars qui sont plus là actuellement. C'est ça en fait, ils sont tous partis. Ouais. C'est ouf. Franchement. Bah écoute, on va voir comment Tuchel va se gérer. Tu as dit que Manchester City c'est pas la peine, hein. Donc City City, on part du principe que l'effectif le mieux fourni d'Europe a pas forcément besoin de faire des prises au mercato d'hiver. Ça veut pas dire qu'ils en feront pas. Hein. Ça veut pas dire non, Pep il va en faire. Ils sont toujours dans l'anticipation. Non, je sens que Pep il va faire quelque chose. Je sens qu'il va faire un move. Je sens qu'il va faire au moins un move. Je sais pas pourquoi, mais il va faire un move. Il prépare la saison 2025-2026. Il me stresse déjà. Je sens déjà le move. Je sais pas c'est lequel, mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Mais ouais, comme j'ai dit, on est tous liés contre City, s'il vous plaît, quoi. Tous contre City. Parce qu'on peut pas devenir un championnat lambda, là. On peut pas redevenir, franchement, je suis désolé, les championnats où il y a un club qui domine 4, s'ils font 4, ça va être too much. Donc, je garde espoir quand même que, même si City viennent frapper à ta porte avec le chéquier pour te dire on va acheter tel joueur, refuse. Par dignité, s'il te plaît. Et tu vois, City, par exemple, c'est plus au mercato d'hiver, ils font plus des trucs
pour le futur. Par exemple, en 2022, janvier 2022, ils avaient pris Julián Alvarez, mais il n'était pas venu tout de suite. Il était arrivé l'été d'après, si je me souviens bien. Et l'hiver dernier, hiver 2023, ils ont pris un autre Argentin, Maximo Perón de Vélez Sarsfield, pour 11 millions. Et on l'a très peu vu, voire pas vu pour l'instant. En tout cas, ça me dit pas grand-chose. Donc voilà, c'est plus des trucs pour l'avenir, quoi. Ils sont plus en train de réfléchir à leur effectif futur en général l'hiver. En tout cas, moi, il me stresse. Franchement, le chauve, là, il me stresse. Mais en ce moment, il perd des points, tant mieux, tu vois. À défaut de perdre des cheveux, moi, il perd des points. La famille, on se capte pour la deuxième partie sur la chaîne de Willou. N'hésitez pas à y aller tout de suite pour aller voir la deuxième partie. Barça, Paris, etc. Tout le monde va être là-bas. Sinon, mis à part ça, lâchez-nous en commentaire quel joueur vous souhaiteriez avoir. Tu vois, c'est Noël, on ne sait jamais. Sous le sapin, peut-être que sous le sapin, tu auras le joueur que tu veux, on sait jamais, hein, tu peux toujours rêver en fait mon gars, on sait jamais, franchement avec les finances que les gars ils ont là, et de temps en temps les déclics, quand Ted Boehly il pète des câbles l'hiver passé, on s'attend pas à ce que le gars il claque autant d'argent sur des joueurs, sur Modric, sur Enzo et tout ça, donc voilà, on peut rêver, donc dites-nous en commentaire quel joueur vous aimeriez avoir dans votre club si on l'a pas évoqué. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders. Bisous.